Je vous présente aujourd'hui notre 575e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors le coronavirus menace lourdement l'économie mondiale avec la mise en valeur d'une évidence, le poids écrasant de la Chine. Alors que vous inspire cet état de fait et puis alors ce virus qui semble prendre une ampleur démesurée et incontrôlée? Écoutez, je la trouve au contraire très modeste. Jusqu'à présent, on annonce quelques dizaines de cas. Ça ne me paraît pas justifier le hourvari qui est organisé officiellement autour de cette opération. Je me demande si le pouvoir ne se réjouit pas de voir que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Ça n'est pas la première fois qu'il y a des épidémies de ce genre de rhumatologie hivernale. Attendons, protégeons-nous, ne prenons pas de risques excessifs, mais pour l'instant, le nombre des morts par rapport à ce que tue généralement la grippe par an, jusqu'ici il y a 4 morts, je crois. Et la grippe hivernale en tue généralement entre 15 et 20 000 tous les ans en France. Donc ça me paraît un peu disproportionné. J'attendrai pour voir. Je waiterai. Donc ça ne vous inquiète pas outre mesure. Ça ne vous inquiète pas outre mesure, Président? Non, quand on risque la guerre nucléaire, on ne s'inquiète pas trop de ça. Et pour l'instant, ça ne touche pas les grandes concentrations humaines d'Afrique. Bon, ça s'est passé en Chine, ça a eu un mérite. C'est de révéler au public la servitude dans laquelle l'Occident s'est placé par rapport à la Chine communiste, qui est devenue l'atelier du monde. Et on s'aperçoit que aussi bien pour les médicaments que pour des pièces de rechange d'un certain nombre de mécanismes nécessaires, eh bien, il faut passer par la Chine communiste. Ça, si nous pouvions tirer de cela quelques conséquences nationalistes, c'est-à-dire protéger nos propres productions, et en tous les cas le minimum de ces productions qui permet de survivre, ça serait déjà une bonne conséquence. Et il arrive que, quelquefois, le mal porte en lui le bien. Oui, mais enfin, Président, on peut quand même dire une chose. S'agissant de vous-même, vous avez pris quelques dispositions de précaution en renonçant à certains rendez-vous qui vous mettaient en contact avec un public nombreux. Oui, c'est vrai, je fais comme tout le monde, je ne prends pas de risques. D'autant que je suis dans la tranche d'âge qui est particulièrement vulnérable. Vous savez qu'elle commence à 60 ans, la tranche. Oui, justement, mais alors, ça ne s'améliore pas avec le calendrier, ça, malheureusement. Bon, alors, conséquences économiques quand même évidentes, puisqu'il y a un certain nombre d'activités qui risquent de ralentir. Le gouvernement a pris des mesures en cas de chômage technique, d'interruption, de droit de retrait de certains personnels, afin de permettre tout de même à l'État de relayer les situations financières dans lesquelles les gens pourraient se trouver. Donc, il y a quand même un dispositif qui a l'air important par rapport à quelque chose que vous décrivez comme surexposé par rapport à la réalité. Vous êtes sûr? Mais ce dont je suis sûr, c'est que ça va nous coûter cher. Ça va coûter cher aux contribuables. Mais ça va donc rapporter cher à d'autres. Ah, sûrement. Est-ce que le signe, par exemple, du marché noir concernant les masques de protection est un signe? Généralement, le marché noir signale une activité intense, humaine, générée par la... Je veux dire, cette histoire de masques au moment du Mardi Gras me paraît un peu étonnante. Ce masque dont les spécialistes, tous évidemment éminents, disent les uns que c'est parfaitement inutile et les autres que c'est totalement nécessaire. Dans ce cas-là, nous restons dans une espèce d'attente de la vérité et le virus fait son petit chemin tranquille. Jusqu'ici, il n'a pas bouleversé le monde. Mais il a déjà, toutes choses égales, des conséquences hors de proportion avec son importance. Le président de la République dit que ça va durer plusieurs mois. C'est probable, c'est possible. Il a même peut-être commencé avant qu'on s'en aperçoive. Beaucoup de nos amis ont souffert cet hiver d'un certain nombre d'infections inhabituelles
qui étaient peut-être des attaques de ce virus, mais qu'on n'avait pas identifiées et qu'on n'avait pas mis sur orbite médiatique. Alors, toujours à l'échelle internationale, la Turquie brandit l'arme migratoire dans le but de faire plier les Européens dans le conflit syrien. Les actes de guerre s'intensifient à tout risque. Quelle doit être, selon vous, Président, l'attitude de la France ou même de l'OTAN? Il est certain que la situation de la Turquie est préoccupante. C'est un pays qui a 100 millions d'habitants, auquel il faut ajouter peut-être les 100 millions de turcophones qui l'entourent, et qui est un des pays de l'OTAN, ce qui devrait en faire un allié, et qui en fait pour l'instant en fait, sinon un ennemi, au moins un adversaire. Il y a beaucoup à craindre, cela dit. Il faut avoir à l'égard de la Turquie la même virilité de procédé que celle de M. Erdogan. Après tout, s'il nous envoie des migrants, on peut peut-être lui renvoyer des Turcs, nous. Parce que je crois qu'il doit y en avoir 700 000 en France. Par conséquent, on ferait un échange de bons procédés. En tous les cas, il n'est pas possible d'accepter le chantage que fait M. Erdogan sur l'Europe en général, et en particulier sur la partie la plus faible qui est la Grèce. C'est un pays qui est, comment dirais-je, presque indéfendable au point de vue des frontières, et l'agression délibérée d'Erdogan, qui se vante d'avoir laissé passer les migrants, nous met dans une situation de conflit dont nous devons prendre toutes les dimensions. Est-ce que vous ne croyez pas que les sanctions qui visent la Russie depuis l'affaire d'Ukraine, de Crimée et ainsi de suite, par un effet successif, le fait d'affaiblir les Russes d'une certaine manière, a des conséquences sur le poids qu'ils peuvent exercer vis-à-vis de la Turquie? Et d'une certaine manière, le problème diplomatique n'est-il pas d'en finir avec ces sanctions qui frappent la Russie et qui mettent la Russie en situation d'intervenir alors que le poids diplomatique de l'Europe diminue d'autant? S'il faut réitérer notre position sur le sujet, bien sûr, faisons-le. Nous avons été adversaires des sanctions contre la Russie. Par conséquent, nous maintenons bien sûr notre position sur ce sujet. C'est une sottise. Confondre la Russie de Poutine avec celle de Staline est une grossière erreur. Alors, repassons donc à ce qui nous concerne en France, la réforme du régime de retraite. Le gouvernement a choisi de passer en force le 49.3. Les oppositions donc se radicalisent forcément. Des mouvements sociaux, selon vous, type Gilets jaunes, peuvent-ils réapparaître, se réanimer? Je ne le crois pas, honnêtement. Je pense que l'épisode des Gilets jaunes, qui a été remarquable, puisqu'il a duré presque un an, oui, n'est-ce pas, et avec une violence inconnue jusqu'à présent dans les rapports sociaux, surtout par la durée, j'espère en tous les cas qu'il ne se reproduira pas, et je ne crois pas que les réactions qu'on peut attendre au 49.3 soient suffisantes pour inquiéter le gouvernement. Je pense que, somme toute, il a manœuvré assez astucieusement, et il va imposer aux yeux de l'opinion d'une façon assez légitime, somme toute, parce que le fait de déposer 40 000 amendements ou 50 000 amendements est évidemment une manœuvre parlementaire qui devait provoquer une réponse du gouvernement. Et le gouvernement a utilisé le moyen constitutionnel qui était à sa disposition, c'est le 49.3, c'est-à-dire que le projet sera acquis sans débat, en toute hypothèse. D'ailleurs, je rappelle quand même que le gouvernement dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, alors il y aura peut-être quelques accrochages au Sénat, ça va durer un petit peu, la comédie parlementaire réjouira sans doute les observateurs. Mais c'est acquis, selon vous? Pardon? C'est acquis, ce 49.3, et ça rentrera, voilà, tout rentrera dans l'ordre. Ah, je n'ai pas dit que tout rentrerait dans l'ordre, j'ai dit que c'est le moyen constitutionnel dont disposait le gouvernement, oui. Il en use,
Et c'est assez légitime dans la mesure où tout de même on ne peut pas considérer comme négligeable le fait que l'opposition ait présenté 40 000 amendements qui sont évidemment qui expriment une volonté de faire échec au débat parlementaire. Il y a peut-être un moyen pour les électeurs qui ne supportent pas l'usage du 49.3 et surtout le fond des choses, c'est-à-dire la réforme, c'est de se venger au municipal. Alors ils peuvent se venger à toutes les élections. Il va y en avoir une ou deux par an maintenant, oui, mais il y en a une jusqu'à la prochaine présidentielle. Il y en a une tout de suite dans quelques jours. Il y en a une dans 10 jours, là. Oui, bien sûr. Ben, on aura déjà un test, là, et il me semble que l'abstention sera considérable, d'autant qu'elle sera aggravée sans doute par le virus. Oui, mais alors, est-ce que le virus plus le 49.3 justifierait une abstention plus forte? Elle va peut-être se produire, mais elle n'est pas souhaitable. Non, elle ne le justifie pas, mais elle l'explique. Elle permet de la pronostiquer. Il est tout à fait probable qu'il y aura aux élections municipales une abstention plus importante que dans les élections précédentes. Alors vous avez sans doute suivi la cérémonie annuelle des Césars du cinéma français qui a fait naufrage sur fond d'affaires Polanski. Multiplication d'exhibitions douteuses. Une ambiance, selon vous, s'apparenterait-elle, cette ambiance, à une sorte de tribunal du peuple? Oui, je dois dire que je n'ai pas de particulière sympathie ni même indulgence pour les galipettes juvénile de M. Polanski. Cela étant, ça n'était pas Polanski que l'on jugeait, c'était son film. Est-ce que son film méritait d'être distingué? Auquel cas, je crois qu'on pouvait faire très bien séparer le film de la personnalité de son auteur. Et le mélange des genres aboutit forcément à une impasse psychologique, parce que tout de même tout ça se déroule normalement, et sans problème. Je ne sais pas ce que vaut le film de M. Polanski. Il a toute raison d'avoir la sympathie de l'établissement, puisqu'il s'agit de l'affaire Dreyfus, qui, on le sait, a dominé la politique française pendant un certain temps. Alors, cela étant, je crois que c'est une erreur comment dirais-je, de se venger sur Polanski d'un film qui mérite sans doute d'être distingué. Surtout que les votants sont les gens du cinéma eux-mêmes, s'agissant des Césars. Donc au fond, il y a une contradiction. Ils ont voté Polanski, puis ensuite, ils le traînent dans la boue à l'occasion de la cérémonie où on lui remet son prix. Oui, c'est vrai. Il y a là une contradiction qui n'est pas rare dans ces milieux. Vous avez remarqué en plus que c'est l'occasion de se mettre en avant par des manifestations, une gestuelle spectaculaire, comme cette actrice qui s'est levée et qui est sortie ostensiblement, ayant elle-même été victime, semble-t-il, de situations comparables aux... Oui, je me méfie toujours de ces femmes violées qui s'en aperçoivent que 30 ans après, mais enfin, ou 20 ans après. Il y a là une mode qui tourne à la dénonciation générale que je trouve très inquiétante pour l'avenir. Mon cher Président, avez-vous quelques lectures à nous soumettre aujourd'hui? Alors, un premier livre, Ce sang qui nous lie, Sylvain Durin, oui, aux éditions Verbeau. Alors, évidemment, c'est un livre spiritualiste, mais qui sans doute passionnera ses lecteurs, car c'est une approche de notre temps qui n'est pas habituelle, comme le montre d'ailleurs sa première page. Je l'ai lu, en tous les cas j'en ai lu une partie importante, et je pense qu'il est très intéressant. Alors plus surprenant sur votre table de nuit, dans votre bibliothèque, le livre Crépuscule de Juan Branco, dont on a beaucoup parlé à l'occasion de l'affaire Griveaux, n'est-ce pas, puisque c'est l'avocat, le troisième personnage de cette saga. Crépuscule, avec une préface de Denis Robert. Je crois que ce n'est plus l'avocat. Il l'a été, il ne l'est plus. Une personnalité étonnante. C'est un pamphlet qui est plein d'intérêt. Bon, qui vise le président de la République. Hein, oui, absolument. Pamphlet anti-Macron. Ce n'est pas un ami de M. Macron, mais après tout, ce crépuscule, est-ce celui de la France? Est-ce celui de la gauche? Est-ce celui du macronisme? J'en sais rien. Et puis enfin, Le maire
et les bavardes, et les barbares, pardon. Alors le maire, ça n'est pas le ministre de l'économie, c'est Non. le maire. Ce maire, le maire de l'économie me paraît d'ailleurs être le seul ministre qui en ait la dimension dans ce gouvernement. Mais ce n'est pas de lui dont il s'agit. Il s'agit dans le fait d'une saga de Bobigny et Drancy, et qui dénonce la collusion des maires avec les milieux immigrés, particulièrement musulmans. Ça se lit comme un roman de gare. Alors c'est un conseil que je donne, si vous voulez vous intéresser à la politique par ce biais-là, faites-le. Ça concerne donc le communautarisme et les liens qui unissent certains élus municipaux avec ces milieux-là dans l'espoir probable électoral de les fidéliser. Oui, il est à noter que déjà le vote immigré est décisif dans la plupart des communes, puisqu'il constitue l'élément d'arbitrage entre la droite et la gauche. On fait la cour aux uns et la cour aux autres, on en reçoit un certain nombre d'avantages ou de prébendes, et on décide, dans le fond, qui sera le maire. Ce sont des faiseurs de rois, en quelque sorte. Et c'est très dangereux, et cette révélation devrait ouvrir les yeux des Français et leur faire se rendre compte de la nécessité du sursaut national au plus tôt, avant qu'il ne soit trop tard. Alors vous savez que la cible de ce livre, c'est principalement M. Lagarde, l'ancien maire de Drancy, qui proteste de manière véhémente des allusions qui sont faites à sa gestion vis-à-vis des communautés et du communautarisme. Oui, bien sûr, je comprends ça. Mais en effet, il est mis en cause, et c'est l'histoire de Drancy et Bobigny en quelque sorte. Mais par le petit bout de la lorgnette, ou plutôt par le gros bout de la lorgnette, il est intéressant de voir une situation dont on dénonce quelquefois les principes généraux. Mais là, on entre dans le concret, et c'est passionnant aussi. De la même façon que nous n'avons pas eu vent du tout, aucune annonce du début du carême, alors que sans nul doute, le président de la République n'oubliera pas de souhaiter un bon ramadan à nos amis musulmans français. Ah, ne lui faites pas d'avance un procès d'attention. Bah, écoutez, si l'histoire se répète éternellement... Je vois que vous avez une grande confiance dans ses capacités à l'erreur. En tout cas, cher Président, nous vous souhaitons une toujours excellente santé et nous vous retrouvons en pleine forme la semaine prochaine. Que Dieu vous écoute. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.